le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 km, mais tout le monde veut l'essayer. Elle rencontre un succès immédiat. C'est l'incarnation de la modernité, du progrès. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. Le succès est en marche. Car avec son tracé rectiligne, sa puissance mécanique et sa vitesse constante, le train s'impose immédiatement comme le moyen de transport de l'avenir. Et est-ce que la France va se couvrir rapidement le chemin de fer ou est-ce que c'est un processus qui est très lent? Ah non, c'est un processus extrêmement rapide. Les Français vont tomber amoureux du chemin de fer dès son lancement. Et grâce à des initiatives privées, toutes les grandes villes au milieu du 19e siècle sont ralliées à Paris. En 30 ans, 17 000 km de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoile va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal, à tel point qu'on a du mal à imaginer ensuite comment on faisait sans. À Saint-Valery, dans la baie de Somme, une ligne continue de fonctionner avec le matériel de l'époque. Le charbon, la chaudière. Vous avez ici le gueulard, on y enfonce du charbon dans un foyer. Sous la direction de Julien Rebillard, chef de train, Mac a endossé le pleu de travail des conducteurs de machines à vapeur. Il charge en charbon la chaudière de la locomotive. C'est ce métier qui est d'ailleurs à l'origine du mot chauffeur. Wow. Ah, Julien, c'est physique de conduire une locomotive. Entre l'eau qu'il faut alimenter et puis le charbon à mettre dans le foyer, c'est compliqué. C'est quoi le principe de cette machine? Le principe, c'est d'alimenter en eau et en charbon la chaudière. On fait chauffer tout ça. À combien de degrés? 1200 degrés à l'intérieur. 1200 degrés. Oui. C'est la pression qui va actionner les pistons et permettre à la machine d'avancer. Tout à fait. Quelle vitesse peut atteindre cette locomotive? Aujourd'hui, nous roulons aux alentours de 20-25 km/h. C'est une vitesse que ces locomotives utilisaient régulièrement, en fait. Ça va vite, entre guillemets. Évidemment, pour nous qui sommes habitués au TGV, ça paraît dérisoire. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par 2, puis par 3, puis par 4, puis par 5. Et ensuite, il ne faut plus que une dizaine d'heures pour relier Paris-Lyon, alors qu'il fallait quasiment 3 jours en diligence. Allez, en voiture! La construction du chemin de fer sur tout le territoire bouleverse la vie du pays et certaines conséquences sont pour le moins inattendues. Allez, messieurs, dames, en voiture, s'il vous plaît! En voiture! Dis donc, Marjolaine, l'heure, ça a l'air important. Ils sont à cheval sur les horaires. Hein. Ah mais absolument, c'est grâce au train qu'on va mettre toute la France à la même heure. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures, c'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire, hein, et donc il n'était pas la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage, et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris. Les Français se mettent à voyager. En troisième classe, on peut désormais effectuer un Paris-Lyon pour l'équivalent d'une soixantaine d'euros d'aujourd'hui. Les bourgeois et les classes dirigeantes voyagent dans d'autres conditions. Un wagon privilégié est réservé aux passagers les plus fortunés qui se déplacent pour le plaisir ou pour affaires. Oh là là, mesdames, Marjolaine, mais quel luxe! De la moquette par terre, du cuir, du velours. C'est un luxe incroyable, c'est donc la première. Exactement, c'est l'équivalent des premières classes dans les avions aujourd'hui. C'est vraiment les plus beaux matériaux. On est quasiment dans un petit salon roulant finalement. Ce wagon est semblable à celui qu'emprunte le roi Louis-Philippe, premier chef d'État de notre histoire, à monter dans un train.
Mais pour s'offrir un tel luxe, il faut débourser jusqu'à 10 fois le prix de la 3e classe. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Ah, même les fenêtres sont plus grandes. On a une vue magnifique sur la campagne. Les fenêtres sont plus grandes, vous voyez que le son est moins fort, on tangue moins parce que les suspensions sont meilleures, vous voyagez dans des conditions royales. Royal. Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes, évidemment l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. Les trains sont de gros consommateurs de charbon et le développement des mines connaît alors un essor fantastique. Pour diriger le pays, le roi Louis-Philippe s'appuie sur une classe en plein développement, la bourgeoisie. Sur le modèle anglais, il concède l'exploitation du charbon à des entrepreneurs privés et favorise l'essor de la finance. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. C'est à cette époque que le célèbre James de Rothschild fait fortune dans la banque et que les frères Pereire bâtissent un immense empire économique. Ce sont les capitaines de la nouvelle industrie française, des bourgeois à qui Guizot, grand ministre de Louis-Philippe, lance une phrase qui restera célèbre. « Enrichissez-vous ». Ceux qui vont être capables d'investir vont bâtir des fortunes colossales. C'est une période vraiment bénie pour la bourgeoisie et en particulier pour les grands détenteurs de capital. Ces bourgeois convertis à l'industrie investissent dans une autre innovation décisive, les machines à vapeur. Ces nouvelles technologies, développées encore une fois en Angleterre, augmentent considérablement les capacités de la production. Marteau pour les forges, filature pour les métiers à tisser, les machines permettent de produire à très grande échelle. Textile dans l'Est, dans la région lyonnaise, dans le Nord, sidérurgie en Saône-et-Loire, enfin, c'est tout le pays qui s'industrialise, à commencer par les bassins miniers du nord et du sud de la France. Ces impressionnantes constructions métalliques s'appellent des chevalements. Ce sont les machineries d'immenses ascenseurs qui permettaient de descendre au fond des mines pour aller extraire le charbon. Ces tours ont été conservées à Walers-Sarambert, dans la région de Valenciennes. Ce sont les symboles d'une région qui à l'époque édifie sa fortune sur l'exploitation du charbon. Regardez autour de vous, Mac, qu'est-ce que vous voyez? Je vois ces grands tours qu'on appelle des chevalements de mines. Je vois des hangars, des ateliers. Tiens, je vois même une cité ouvrière. Eh bien, imaginez-vous que tout ça est apparu en quelques décennies seulement et a transformé radicalement le paysage de la France. À la base, c'est vraiment le charbon qui est au démarrage de l'activité industrielle. On commence par construire une mine et très rapidement, tout autour, vont apparaître des usines parce que qui dit mine dit source d'énergie qui permet de les faire fonctionner pour produire toujours plus. Alors, ce charbon, comment est-ce qu'on l'extrait? Eh bien, venez, je vais vous montrer. Ah, j'ai hâte de voir ça. Comme pour le chemin de fer, le modèle, c'est encore une fois l'Angleterre. Grâce à des techniques importées d'outre-Manche, on sait désormais aller chercher le charbon à grande profondeur et l'exploiter à une échelle industrielle. C'est au fur et à mesure que on utilise la machine à vapeur pour la locomotive ou pour l'industrie textile, on va avoir de plus en plus besoin de charbon, d'où cette importance d'exploiter les mines de charbon. Le charbon, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la révolution industrielle. Cuvelin, j'aurais bien besoin des trophées. L'eau soigne de partout. C'est en creusant de gigantesques puits que l'on a découvert les gisements souterrains du nord de la France. Les compagnies minières y ont installé des ascenseurs par lesquels les mineurs rejoignent les galeries d'exploitation. À Walers-Sarambert, ces galeries ont été reconstituées pour le tournage du film Germinal. C'est ici que Mac Lesguy, accompagné de l'historien Gérard Dumont, découvre la vie de mineur. Une nouvelle profession très dure qui s'exerce à plusieurs centaines de mètres sous terre. Vous
pourquoi est-ce qu'on va chercher justement le charbon aussi profond? Tout simplement parce que dans le nord de la France, il est caché ce charbon. On n'est pas en Belgique ou on n'est pas en Angleterre où les veines affleurent parfois. Et c'est pour ça qu'il faut aller le chercher très loin. Alors, l'extraction du charbon, ça se passe où? Ah ben c'est par là, Mac. On y va. Allons-y. C'est encore loin, Gérard? Ah, il y a tout un réseau de galeries au fond. Les mineurs doivent parfois faire 1 kilomètre ou 2 avant de rejoindre leur taille. Ah oui, c'est immense, c'est long, ça prend 20 minutes. Oui, et ne traînez pas, Mac, parce que pendant tout ce temps, vous n'êtes pas payé. Comment ça, on n'est pas payé? Le mineur, c'est un... Ah non, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas de droit du travail. Vous êtes payé uniquement à la quantité de charbon que vous extrayez de la mine. À cette époque, le patron est roi et il impose ses conditions. Des conditions qui nous paraîtraient inhumaines aujourd'hui. Mais que font des enfants et une femme dans une mine? C'est pas possible. C'est tout à fait normal. Des enfants et des femmes ont travaillé au fond pendant une bonne partie du siècle. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement choquant. Aujourd'hui, oui, mais les enfants ont toujours travaillé à partir de 6-7 ans en général pour aider leurs parents au champ, par exemple. Ce qui est choquant, c'est qu'ils travaillent dans de telles conditions. Ce sont des conditions extrêmement dures pour leur santé, qui ont des effets effroyables sur leur croissance et sur leur espérance de vie. Pour preuve, les petits ouvriers des mines mesurent en moyenne 12 cm de moins que les enfants des bourgeois. Depuis 1841, une loi interdit bien le travail des enfants de moins de 8 ans dans l'industrie, mais elle est rarement respectée. Malgré la pénibilité, 300 000 paysans quittent les campagnes, attirés par les emplois à pourvoir dans l'industrie qui se développe dans le nord de la France. Marjolaine, pourquoi est-ce que ce charbon, c'est aussi important à l'époque? C'est l'or noir de la révolution industrielle. C'est 4 fois plus efficace que le bois pour un volume, vous le voyez, très réduit. Et donc, on s'en sert pour tout et pour produire l'énergie dont l'Europe entière a besoin. Allez, j'y vais. Mais comment travaille exactement un mineur? Alors, Mac va apprendre à tailler le charbon et il n'est pas au bout de ses surprises. d'accord. Alors ça, Donc, c'est la veine de charbon, elle est là. la veine de charbon. Et le geste savant du mineur consiste à saper la veine à la base Avec cet pour outil essayer de la battre. Avec cet outil qui est très plat et avec lequel on donne des coups horizontaux comme ça. D'accord. Ici, afin de créer une saignée. Voilà, encore pas un peu plus à plat. C'est épuisant. J'imagine qu'un mineur, il travaille par session de 2 ou 3 heures. Ah, on travaille au moins 8 ou 9 heures, compte tenu de la descente, mais il y a des moments dans l'année où on est amené à travailler beaucoup plus. On a des traces vers 1900 de mineurs qui ont travaillé 14 ou 15 heures. 14 ou 15 heures dans ces conditions. Aujourd'hui, on dirait que c'est inhumain. Les conditions de travail sont exécrables. C'est pas qu'elles sont difficiles, elles sont exécrables. C'est un travail exténuant parce que c'est un travail mécanique, c'est toujours le même geste, c'est pas aéré, ça se fait dans des conditions difficiles aussi en termes de lumière. Et comme la main-d'œuvre est abondante, les mineurs sont contraints d'accepter les conditions financières fixées par les patrons. Pardon, monsieur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, je ne me trompe pas. Il faut enlever 2 dimanches plus 4 jours de chômage. Ça vous fait 9 jours de travail, plus les amendes. 20 francs d'amende pour boisage défectueux. Vous prenez? Vous voyez bien qu'il y en a d'autres qui attendent. En 1840, les ouvriers gagnent en moyenne l'équivalent de 3 € par jour. Des salaires qui leur permettent tout juste de survivre. Ils vivent entassés dans des logements souvent insalubres parce que les villes ne se sont pas encore adaptées à ce grand nombre d'ouvriers qui arrivent. Ces terribles conditions de vie des mineurs et des ouvriers, le grand écrivain Victor Hugo les décrira dans son célèbre roman « Les Misérables ». C'est un coup de génie, ça. Les Misérables, c'est une œuvre absolument merveilleuse. C'est une fresque de la civilisation et de la période de France de cette époque-là qui est considérable. Comme la famille Thénardier du roman de Victor Hugo, des dizaines de milliers de Français rejoignent les villes, les bassins miniers et les grands sites industriels. Ils quittent des campagnes où leurs conditions n'étaient guère plus enviables.